L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence William Samuel Ruto, président de la République du Kenya et commandant en chef des forces de défense. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à s'exprimer devant l'Assemblée. Madame President. Madame la Présidente, présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Madame Annalena Baerbock, Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Monsieur Antonio Guterres, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous féliciter, Madame la Présidente, à l'occasion de votre élection pour présider la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Madame la Présidente, vous pouvez compter sur le plein soutien du Kenya à travers votre mandat, alors que vous emmenez l'Assemblée vers l'avenir. Mesdames et Messieurs, il y a 80 ans, suite aux destructions mondiales sans précédent, à une guerre dévastatrice, la communauté internationale s'est unie dans l'espoir. Elle a créé 7 organisations. L'Organisation des Nations unies, comme un bouclier face aux horreurs de la guerre, comme une plateforme pour le dialogue, comme une passerelle vers une communauté internationale meilleure, plus juste et plus sûre. Ce que l'on oublie souvent, ou ce que l'on n'évoque plus aujourd'hui, c'est que l'ONU a été fondée après l'échec de la SDN, la Société des Nations, qui avait existé entre 1919 et 1945. La SDN ne s'est pas effondrée à cause d'une absence de bonnes intentions ou de nobles objectifs. Elle a été fondée à la fin de la Première Guerre mondiale dans le cadre du traité de Versailles et c'était la première tentative de l'humanité d'édifier une organisation internationale permanente pour mettre un terme à l'agression, à la guerre et pour rassembler les nations. Son ambition était de réaliser la sécurité collective mondiale, le désarmement, le règlement pacifique des différends et la coopération sur les questions humanitaires et sociales. Malgré ces idéaux, la SDN a échoué. Les États-Unis n'y ont jamais adhéré, d'autres grandes puissances sont devenues membres et s'en sont retirées, et sans autorité pour faire appliquer ces règles, ces condamnations n'avait que peu de poids. Lorsque le Japon a envahi la Mandchourie, lorsque l'Italie a envahi l'Éthiopie et quand Hitler a ouvertement défié ces règles, la SDN est restée les bras croisés, impuissante, incapable d'agir. À la fin des années 1930, sa crédibilité s'était effondrée et avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, elle est devenue insignifiante. Madame la Présidente, cette histoire est à la fois une leçon et un avertissement. Les institutions échouent rarement par défaut de vision ou d'idéaux. Le plus souvent, elles deviennent insignifiantes quand elles sont incapables de s'adapter, quand elles hésitent à agir et quand elles perdent leur légitimité. Pour rester pertinentes, les institutions doivent être réimaginées. Elles doivent être réformées, renouvelées et alignées sur les réalités émergentes. Il y a 80 ans, les fondateurs de l'ONU visaient à corriger les échecs de la SDN en créant une organisation plus forte, plus inclusive, reposant sur le principe de, je cite, « Nous, peuple des Nations unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre. » Fin de citation. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour ONU 80 et l'on ne peut pas éviter cette question. L'ONU est-elle adaptée aux exigences de notre époque? Peut-elle continuer à agir au service de l'humanité face aux réalités contemporaines ou bien est-elle devenue une relique d'une ère révolue? Madame la Présidente, Excellences, nous nous retrouvons dans un contexte international bien sombre. Les conflits font rage en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, au Sahel, dans la Corne d'Afrique et au-delà. Les catastrophes climatiques deviennent plus graves chaque jour, les inégalités s'aggravent
Les pandémies nous menacent et les perturbations technologiques vont plus vite que les progrès de la gouvernance. Au lieu de la confiance et la défiance qui l'emportent, au lieu de la solidarité, c'est la fragmentation qui s'impose. Au lieu de l'espoir, c'est l'anxiété qui caractérise notre communauté internationale. Pour citer les fondateurs de cette institution, nous ne vivons pas dans davantage de liberté, mais dans une incertitude croissante. En cette période de trouble, alors que nous avons le plus besoin d'une ONU robuste, l'organisation est confrontée à ses pires crises de crédibilité et de capacité. Les mesures d'économie ont paralysé ces opérations. La bureaucratie a ralenti sa riposte. Le Conseil de sécurité reste comme gelé dans les structures d'après-guerre de 1945. Il est incapable d'agir de manière inclusive, de manière juste et rapide. Mesdames et messieurs, je puis cependant vous dire avec une conviction absolue que l'ONU est l'un des plus importants succès de l'humanité. Pendant 80 ans, elle a repoussé le spectre de la guerre mondiale, elle a mis fin au conflit du Cambodge au Libéria et elle a monté la garde dans certains des endroits les plus dangereux du monde grâce au courage de ses soldats de la paix. Peu d'institutions dans l'histoire de l'humanité peuvent se targuer d'un tel héritage. L'ONU s'est trouvée aux avant-postes des crises humanitaires, de la lutte contre la famine dans la Corne d'Afrique, à l'aide d'urgence et à l'abri d'urgence pour des millions de réfugiés syriens et ukrainiens. Elle a été aux avant-postes de l'élimination de la variole, de la coordination de la riposte mondiale face au VIH-Sida, d'Ebola, de la Covid-19, et elle continue à promouvoir la vaccination universelle. Ces agences ont promu les droits des femmes, elles ont protégé les enfants, protégé les réfugiés et ont fixé des normes mondiales sur un très grand nombre de sujets, du désarmement à l'action climatique. Les objectifs de développement durable de l'ONU, les ODD, restent une feuille de route commune pour le progrès de l'humanité. De tels succès, aucun pays n'aurait pu y arriver seul, quelle que soit leur richesse, leur grandeur, leur puissance. Pourtant, quelques institutions, quelle que soit la noblesse de ses origines, quel que soit le poids de son héritage, doivent s'adapter à l'évolution de nos temps ou devenir insignifiantes. Aujourd'hui, l'ONU se trouve à la croisée des chemins entre renouvellement ou déclin. Pour le dire autrement, après 80 ans, les échos du passé nous appellent à réimaginer la promesse initiale qui avait inspiré la fondation de l'ONU, la recherche de la paix dans le monde, du développement et des droits humains. Mais cet appel, il faut maintenant y répondre dans un contexte mondial qui est profondément différent de la période de l'après-guerre dans laquelle l'ONU avait été conçue à l'époque. Ce serait ignorer la dure vérité de dire que l'ONU apporte les résultats qu'elle doit apporter. S'agissant de la paix et de la sécurité, sa voix, trop souvent, est noyée sous les rivalités des grandes puissances, alors que certains pays ignorent tout simplement ces résolutions et font ce qu'elles veulent. Trop souvent, les casques bleus de l'ONU, qui étaient autrefois un symbole d'autorité morale, ne jouissent plus du même respect. Des conflits à Gaza, à l'Ukraine, aux crises au Soudan, en République démocratique du Congo, en Somalie et au Sahel, nous voyons les acteurs agir en ignorant les appels de l'ONU. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Kenya parle du haut de l'expérience d'un pays qui a beaucoup investi dans le multilatéralisme. Pendant des décennies, nous avons mis en danger nos soldats et nos policiers pour des missions de maintien de la paix en Afrique et au-delà, de la Somalie à la République démocratique du Congo, du Soudan du Sud, à, exemple le plus récent, Haïti. Ces 15 derniers mois, nous sommes fiers d'avoir dirigé la mission multinationale d'appui à la sécurité, MMAS, en Haïti. Pas parce que c'était facile, mais parce que la solidarité, c'est l'essence même de l'ONU. Madame la Présidente, le mandat de la MMAS expire dans quelques jours.
En tant que pays chef de file, permettez-moi de brièvement vous faire part de nos expériences, les succès comme les difficultés. Il s'agit là d'un avertissement, mais également d'une leçon concernant les forces et les faiblesses du dispositif mondial de gouvernance actuel. Bien trop longtemps, le peuple d'Haïti a lancé des appels au monde, et trop souvent, leurs appels se sont heurtés au silence, à l'hésitation ou à des demi-mesures. Haïti nous a tragiquement rappelé ce qui arrive lorsque la communauté internationale détourne le regard, lorsqu'elle traîne les pieds ou lorsqu'elle n'offre un soutien à contre-cœur. Lorsque le Kenya a répondu à la demande des autorités haïtiennes, c'est parce que nous pensions que nous nous joignions à un effort véritablement multinational. Nous sommes félicités, nous avons pleinement adhéré à la résolution 2699 par laquelle le Conseil de sécurité avait autorisé la MMAS, le Kenya étant pays chef de file. Nous inspirons de nos décennies d'expérience d'opérations de maintien et de consolidation de la paix, nous sommes portés volontaires. Nous avons proposé de diriger la mission. Nous avons déployé nos policiers pour affronter la menace de la violence des gangs à Port-au-Prince et dans ses environs. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la mission a fonctionné dans un environnement volatile avec d'immenses contraintes. Elle a été sous-financée, sous-équipée. Elle a fonctionné en dessous de 40% de ses effectifs autorisés. Nos policiers ont courageusement assumé leurs responsabilités sans le plein appui logistique qui devrait accompagner toute mission avalisée par l'ONU. Malgré ces difficultés, malgré tous les obstacles, la MMAS a apporté des résultats que beaucoup pensaient impossibles. Le palais présidentiel, qui autrefois était assiégé par les gangs, aujourd'hui est à nouveau le siège du gouvernement. Le siège de la police et le centre de formation de la police qui avait été pris d'assaut par les gangs sont maintenant sécurisés et actuellement l'académie est en train de former de nouveaux policiers dont 700 ont été diplômés il y a quelques mois. Les écoles qui avaient été fermées à cause de la violence sont rouvertes, les enfants sont à nouveau en classe, ils apprennent, ils font des progrès. Les routes qui autrefois étaient contrôlées ou bloquées par les gangs ont vu le retour de la circulation. Les cas d'enlèvement et d'extorsion ont connu une très nette réduction. L'aéroport et le port maritime, autrefois assiégés par les gangs, mènent maintenant leurs opérations de manière normale. D'où la question suivante. Si on a réussi à faire tant avec des ressources limitées et avec trop peu de personnel, en 15 mois seulement, qu'aurions-nous pu accomplir de plus si la fraternité des Nations Unies avait permis vraiment d'agir ensemble en solidarité avec le peuple d'Haïti? Du haut de cette tribune, permettez-moi d'assurer à tous nos partenaires, à tous les acteurs qu'avec le bon personnel, des ressources adéquates, le bon matériel et avec la logistique nécessaire, il est possible de rétablir la sécurité d'Haïti. Il est possible de neutraliser les gangs. On peut assurer la sécurité des rues, des écoles, des hôpitaux et des maisons. Le harcèlement constant, les enlèvements, les actes criminels rendant insupportables les vies des Haïtiens sont inacceptables, injustifiables. Cette organisation doit y mettre un terme, les Nations Unies. Madame la Présidente, alors que le Conseil de sécurité délibère sur les prochaines mesures à prendre, nous ne devons pas perdre de vue le fait que la situation en Haïti exige une attention soutenue, coordonnée et concentrée, une attention internationale. Une transition bien ordonnée après la MMAS est essentielle pour consolider les acquis jusqu'ici durement acquis. J'exhorte le Conseil de sécurité et tous les partenaires à continuer à faire en sorte qu'Haïti avance sur une voie de paix, de stabilité et de renouveau. Mesdames et Messieurs, s'agissant des droits humains, notre principe est clair et indéfectible. La protection des civils et le respect du droit humanitaire ne sauraient être appliqués de manière sélective. Nous ne pouvons pas condamner les souffrances en un endroit et fermer les yeux ailleurs. Le Kenya est vivement préoccupé par la catastrophe humanitaire à Gaza et par les immenses souffrances des civils
prise au piège des dévastations provoquées par des opérations militaires disproportionnées. Par ailleurs, nous appelons à la libération inconditionnelle des otages israéliens. Conformément aux résolutions de l'Union africaine et de l'ONU, nous appelons également à un cessez-le-feu permanent, au strict respect du droit international humanitaire et au début d'un processus politique crédible. Ce n'est que grâce à un tel processus que l'on pourra réaliser la vision d'une solution à deux États dans laquelle Israël et la Palestine vivent côte à côte dans la paix et la sécurité et la stabilité. Le Kenya est également vivement préoccupé par l'aggravation de la situation humanitaire au Soudan, où des citoyens innocents sont pris au piège d'une guerre absurde. Nous souscrivons pas entièrement au Quad, compris de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, des Émirats unis et des États-Unis, qui affirment qu'il ne saurait y avoir de solution militaire et que seul le dialogue politique présente une voie vers l'avenir viable. Nous, avec le Quad, nous exhortons toutes les parties, y compris les forces armées soudanaises et les forces d'appui soudanaises et les acteurs extérieurs pour respecter la souveraineté du Soudan, son unité, son intégrité territoriale. Nous rejetons toutes les tentatives de diviser le pays. Nous affirmons notre appui indéfectible à un Soudan unifié pour le bien de l'ensemble de sa population. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, ceux qui envisagent l'avenir avec une vision claire savent que les changements climatiques ne sont pas simplement la pire menace de notre époque, mais également l'une des plus importantes occasions de transformation de notre époque. Le bilan mondial montre clairement que le monde n'est pas sur la bonne voie. Les contributions déterminées au niveau national actuel nous emmèneront à une augmentation des températures très au-dessus de tout seuil qui serait sûr. Telle est la différence entre la survie et les dévastations pour des millions de personnes de par le monde. Le Kenya et l'Afrique ne sont pas des victimes passives de cette crise. Nous prenons des mesures audacieuses pour montrer que l'action climatique n'est pas seulement possible, mais elle peut également être le socle d'une croissance inclusive. Nous édifions des sociétés résilientes au climat en intégrant l'adaptation dans chaque secteur de l'agriculture et l'énergie, jusqu'aux infrastructures aux moyens de subsistance, de l'extraction minière durable à l'intelligence artificielle. Cette ambition est visible sur le terrain. Aujourd'hui, 93% de l'électricité du Kenya vient de sources d'énergie renouvelables, géothermiques, éoliennes, solaires, hydroélectriques. Nous augmentons nos investissements dans la mobilité électronique, l'agriculture intelligente face au climat, des solutions de cuisine propres et l'industrie propre. Nous sommes également des pionniers des solutions compatibles avec la nature, telles que la gestion des risques durables et l'économie circulaire. L'Afrique également fait entendre sa voix. En 2023, à Nairobi, nous avons organisé le sommet climatique inaugural de l'Afrique, où le continent a adopté la déclaration de Nairobi et l'appel à agir sur l'action climatique. Il y a 2 semaines seulement, à Addis Abeba, l'Afrique s'est rassemblée une fois de plus lors du 2e sommet climatique africain pour réaffirmer nos engagements et pour renforcer notre ambition pour une croissance compatible avec le climat. Nous avons déclaré que l'Afrique n'était pas seulement une victime de la crise, mais c'était une source de solutions, et l'action climatique stimule la croissance économique, la transformation et la création d'emplois pour nos communautés. L'ambition, mesdames et messieurs, ne peut pas reposer uniquement sur la volonté d'agir. La mise en œuvre de nos nouvelles contributions déterminées au niveau national nécessitera 56 milliards de dollars. C'est pourquoi nous appelons la communauté internationale à décaisser les 300 milliards de dollars convenus à Bakou et accélérer les négociations pour le nouvel objectif de 1 300 milliards de dollars dans le cadre de la feuille de route Bakou-Belém. Sans financement abordable et sans réforme du dispositif financier international, la promesse de l'action climatique en Afrique restera limitée. Madame la Présidente, après la Deuxième Guerre mondiale, les institutions de Bretton Woods ont été créées pour stabiliser l'économie mondiale et
reconstruire l'Europe déchirée par la guerre. À cette époque, leur conception reflétait les équilibres de pouvoir et les intérêts des pays victorieux qui sont également leurs principaux actionnaires et bénéficiaires. Le FMI avait été chargé de faire respecter le système de taux de change basé sur les talons or, alors que la Banque mondiale a été créée pour financer la reconstruction de l'Europe. Ces deux institutions ont depuis évolué pour devenir des institutions de financement du développement, mais leur structure, leur processus de décision et leur gouvernance restent dominés par les pays riches. Aujourd'hui, le contexte international est extrêmement différent. L'étalon or s'est effondré il y a 50 ans et l'Europe s'est reconstruite il y a maintenant longtemps. Pourtant, la gouvernance de ces institutions ne s'est pas adaptée aux besoins d'un monde multipolaire, et en particulier les besoins des pays pauvres et en développement. L'inadaptation entre les actionnaires et les parties prenantes est devenue hautement visible. Par exemple, la récente affectation par le FMI des droits de tirage spéciaux, les DTS, 64% sont allés aux pays riches. Imaginez, 64% qui ont peu besoin de soutien en liquidité. Ils n'avaient pas besoin de cet argent, mais ils ont obtenu 75%, alors que les pays les plus pauvres n'ont reçu que 2,4%. Quel déséquilibre! Et ce déséquilibre montre comment les institutions qui sont censées préserver la stabilité financière mondiale, souvent perpétuent les inégalités et l'instabilité. Je l'ai déjà dit et je le redis. L'architecture financière mondiale actuelle punit les pays pauvres avec des taux d'intérêt élevés et des conditions très onéreuses, alors qu'elle récompense les pays riches avec des taux d'intérêt beaucoup plus bas et des conditions de prêt beaucoup plus favorables. Ces règles, ces priorités, ces mécanismes d'affectation avantagent constamment les pays déjà prospères, alors qu'ils prennent les économies vulnérables au piège du cycle de la dette, des coûts d'emprunt élevés et d'un accès inadéquat aux aides d'urgence et aux prêts concessionnaires. Il est impératif de transformer ces institutions en des organes véritablement indépendants, dépolitisés, mondiaux, afin que leurs opérations soient alignées sur leurs mandats mondiaux. Une telle transformation démocratiserait la prise de décision, elle rétablirait la crédibilité, elle permettrait au FMI et à la Banque mondiale d'être au service de tous les pays de manière équitable plutôt que de consolider les hiérarchies anciennes. Mais l'Afrique ne se contente pas d'attendre des prescriptions externes. Nous prenons des mesures audacieuses et délibérées pour renforcer notre indépendance financière, pour préserver notre stabilité et accélérer notre développement. Par exemple, le Kenya souscrit pleinement à la création de l'Alliance des institutions financières multilatérales africaines, lancée avec l'Union africaine en février 2024. Cette alliance rassemble nos banques nationales, Afreximbank, Africa Finance Corporation, la Banque de commerce et de développement, Shelter Afrique, Africa Ray, la Banque africaine de développement, African Trade and Investment Development Insurance et ZEPRI, des institutions qui incarnent la détermination de l'Afrique à mobiliser ses ressources, financer ses échanges et établir la résilience à nos propres conditions. Par ailleurs, l'Union africaine défend 3 institutions transformatives. La Banque centrale africaine, qui émettra une devise unique et rendra nos échanges indépendants des devises étrangères. Le Fonds monétaire africain, qui doit stabiliser nos économies et nous donner une véritable souveraineté financière. Et la Banque d'investissement africaine, qui doit mobiliser les ressources pour les infrastructures, l'industrialisation et l'intégration dont l'Afrique a besoin pour prospérer. Pour compléter cette vision, l'agence de notation africaine, qui comprennent nos réalités, qui chérissent notre caractère unique, qui racontent notre histoire de manière vraie, véridique et juste, elle a déjà été créée. Excellence, alors que nous commémorons le 80e anniversaire de l'ONU,
L'Afrique commémore également le 20e anniversaire du consensus des Elouini et de la déclaration de Sirte, ces deux jalons historiques qui ont créé la position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis 20 ans, l'Afrique s'exprime à l'unisson, exigeant la justice, l'équité et la représentation à l'organe le plus important de la gouvernance mondiale. Cette exigence, cependant, continue à être ignorée, continue à repousser une réponse, elle continue à faire l'objet de débats infinis au détriment de l'Afrique comme de la légitimité de l'ONU elle-même. Vous ne pouvez pas vous prévaloir d'être les Nations Unies tout en ignorant les voix de 54 nations. Ce n'est pas possible. L'Afrique n'accepte plus d'attendre en marge de la gouvernance mondiale alors que l'on prend des décisions concernant la paix, la sécurité et le développement sans notre accord, sans notre point de vue et sans que nos voix se fassent entendre. L'exclusion de l'Afrique n'est pas seulement inacceptable, injuste de manière flagrante, elle met également à mal la crédibilité même de l'ONU, de cette organisation. L'Afrique domine l'essentiel de l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Elle fournit certains des contingents les plus importants des forces de maintien de la paix de l'ONU et elle paye le coût le plus élevé pour l'instabilité. Cependant, nous restons le seul continent à ne pas avoir un siège permanent à la table où sont prises les décisions concernant notre destin. L'Afrique, mesdames et messieurs, mérite au minimum 2 sièges permanents avec tous les droits, y compris le droit au veto, et 2 sièges non permanents supérieurs au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le monde doit comprendre que la réforme du Conseil de sécurité, ce n'est pas une faveur pour l'Afrique ou qui que ce soit, c'est une nécessité pour la survie de l'ONU elle-même, pour que l'ONU reste pertinente en ce siècle. Elle doit refléter les réalités d'aujourd'hui et non pas les dispositions en matière de pouvoir de l'après-guerre de 1945. Madame la Présidente, malgré la faiblesse déclarée et évidente de l'ONU, elle reste malgré tout la meilleure chance de l'humanité pour la solidarité mondiale. Aucune autre institution ne jouit de la légitimité universelle ou du pouvoir de mobilisation de l'ONU. De la coordination de l'aide humanitaire en période de guerre et de catastrophes à la mobilisation de la riposte mondiale face à la Covid-19, jusqu'au consensus sur le changement climatique, grâce à l'accord de Paris, l'ONU a constamment montré que le monde peut réaliser ensemble ce qu'aucune nation ne peut accomplir seule, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa grandeur, son pouvoir. Comme Dag Hammarskjöld, le 2e secrétaire général des Nations Unies, l'a dit un jour, je cite, « L'ONU n'a pas été créée pour emmener l'humanité vers le paradis, mais pour la préserver de l'enfer. » Fin de citation. Cette mission est aussi urgente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 80 ans. Alors que les conflits se multiplient, que les changements climatiques menacent chaque économie et alors que les inégalités s'aggravent, la nécessité d'un système multilatéral fonctionnel, crédible et efficace n'a jamais été plus grande. C'est grâce à l'ONU que les pays ont mis en commun leurs ressources pour vacciner des milliards d'enfants, pour protéger les réfugiés, grâce aux activités du HCR et pour préserver la paix dans plus de 70 missions de par le monde. Sans l'ONU, ces succès, aussi modestes qu'ils aient pu parfois être ou paraître, auraient été impossibles. Voilà pourquoi nous devons résister à la tentation d'abandonner l'ONU, de baisser les bras. Nous devons l'adapter à la tâche, réformer ses structures, renforcer son mandat et faire en sorte que ses décisions reflètent les réalités d'aujourd'hui plutôt que la carte géopolitique d'une ère révolue. En tant que pays accueillant un des sièges de l'ONU, le seul du Sud mondial, le Kenya est prêt à jouer son rôle pour aider l'organisation
à réaliser son renouvellement aussi efficacement que l'a prévu le secrétaire général dans le cadre de la réforme ONU 80. En conclusion, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le 20e anniversaire de l'ONU doit être davantage qu'une commémoration. Ce doit être un tournant pour l'organisation. Saisissons ce moment pour réimaginer, reconstruire l'ONU et en faire un organe qui jouisse de la légitimité, qui riposte rapidement et qui apporte la justice pour tous. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. On behalf of the Assembly, I wish to... Au nom de l'Assemblée, permettez-moi de remercier le président de la République du Kenya, le commandant-chef des forces de défense,